thème? Alors oui, l'avenir n'est pas écrit et on y croit en la volonté avant tout. Voilà. Donc effectivement, il y a un désamour, je pense qu'il est ponctuel. Euh, mais j'ai une inquiétude quand même parce que je ressens aujourd'hui, je ne suis pas géopolitiste, là, je ne suis pas universitaire, donc mon approche, c'est effectivement une connaissance de l'Afrique à travers les différentes expériences que j'ai eues dans les médias, notamment à Radio France Internationale, et puis aujourd'hui en conseillant des hommes politiques africains. Donc ce désamour, cette prise de distance, c'est quelque chose que je ressens aujourd'hui très, très fortement à travers une dégradation de l'image de la France et au-delà de la France, de la dégradation de l'image de l'Occident en Afrique, avec une accélération depuis la guerre en Ukraine, ce qui d'ailleurs me semble paradoxal, mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler, parce que finalement, la guerre en Ukraine, c'est l'attaque d'un petit par un grand, et c'est la négation même de l'identité du plus petit par le plus grand. Donc logiquement, quand on est souverainiste et quand on est adepte de la recherche d'une plus grande souveraineté, on devrait soutenir l'Ukraine, et ce n'est pas toujours le cas. Mais on aura l'occasion d'en reparler. Alors ces critiques contre la France et contre l'Occident, elles sont totalement légitimes. De toute façon, toute critique est légitime, bien évidemment. Simplement, autrefois, il y a 20 ans, il y a 30 ans, depuis les indépendances, ces critiques étaient portées par des personnalités intellectuelles qui avaient du charisme, qui avaient un corpus idéologique extrêmement structuré, qui avaient un projet qui était un projet de rupture, mais qui était un projet politique. Et aujourd'hui, c'est plus ça, c'est plus porté par des intellectuels, c'est porté par des influenceurs. Et ça, à mes yeux, ça change absolument tout. C'est des influenceurs, donc c'est pas la même chose. Pas sur les réseaux sociaux avec des discours très réducteurs, avec des discours de haine, avec des discours souvent racialistes. Et ils s'adressent à des populations, malheureusement, l'éducation publique en Afrique a diminué, s'est affaiblie au cours des dernières décennies. Donc des populations qui n'ont pas forcément la maîtrise intellectuelle pour comprendre ce qu'ils disent. Et qui se retrouvent finalement face à des fake news desservies comme ça de manière massive, relayées par des usines à trolls, sans réflexion réelle. Donc un discours de haine sur fond souvent racialiste et antisémite. Et malheureusement, ça trouve un écho dans les pays d'Afrique francophone, notamment au Sahel. Effectivement, on reparlera de l'échec de l'opération Barkhane, sur fond d'échec de Barkhane, sur fond d'une nouvelle donne géopolitique où finalement l'Afrique est en train de redevenir un nouveau terrain de l'affrontement entre l'Est et l'Ouest. Entre, on a pu parler de la guerre froide, mais c'est très vrai, entre l'Occident et la Russie. Parce que finalement, tout ça, c'est pas neutre. Tout ça, ça sort pas de nulle part. C'est pas de la génération spontanée. C'est juste que l'Afrique redevient un champ d'affrontement. Et pour la Russie, l'enjeu, c'est de refaire de l'Afrique un nouvel espace d'influence pour elle. Donc, par rapport à ça, la réponse de la France, la réponse de l'Occident se cherche encore. Pourquoi? Parce qu'il y a une culpabilité réelle, mais aussi parce que finalement, ces personnes parlent d'un pays qui n'existe plus. La France telle qu'ils la décrivent, la France-Afrique telle qu'ils la décrivent, n'existe plus. Aujourd'hui, même les chefs d'État qui sont proche de la France, comme par exemple le président du Niger, Mohamed Bazoum, n'est pas un vassal de la France, ce n'est pas un sous-préfet de la France. Il l'a très bien redit dans une excellente interview à TV5 Monde au moment du dernier sommet de la francophonie. Et puis, les pays d'Afrique francophone s'ouvrent au reste du monde. La France n'est plus aujourd'hui le premier partenaire commercial d'un pays comme la Côte d'Ivoire, dont la France est pourtant reste très proche. Et pourtant, quelqu'un disait ce matin qu'il n'y avait pas d'innocence. Je crois que c'est OK. Au dernier rang, un étudiant disait qu'il n'y avait pas d'innocence. Et c'est vrai, parce que la France, par certaines attitudes, par certains mots, peut contribuer à nourrir ce narratif russe. Ça, c'est aussi une réalité. Le narratif russe, c'est le discours politique de Vladimir Poutine, qui dit en octobre dernier, les élites occidentales sont restées colonialistes. Et ça fait écho auprès de toute une population parce qu'il y a parfois des écarts qui permettent de nourrir ce narratif. Quand je pense aux écarts, je pense par exemple à Emmanuel Macron, qui est pourtant un président qui effectivement n'a pas connu la colonisation, qui a une réelle volonté de rupture, mais quand il donne le sentiment de pouvoir convoquer, comme il l'a fait à Pau, des chefs d'État lors d'un G5 Sahel à Pau, eh bien, évidemment, ça passe pas. Ça passe pas parce qu'on ne convoque pas des gens qui sont des homologues
Et on ne convoque pas des gens qui sont plus âgés que vous, c'est contraire à tous les codes africains sur l'ENES, par exemple. Idem quand on donne le sentiment de traiter de manière différente des putsch, selon qu'il se passe, par exemple, au Mali ou au Tchad, où on donne le sentiment d'aller adouber le fils du président sortant. Donc ça passe pas. D'autres ressentiments sur la question des visas, sur la question des droits universitaires. Donc tout ça, ça permet de nourrir ce narratif. Mais en même temps, je pense qu'effectivement, la France-Afrique n'existe plus, que les rapports sont aujourd'hui, malgré tout, beaucoup plus égalitaires et qu'il y a de vrais actes qui ont été posés, s'ouvrir vers les pays lusophones, s'ouvrir vers le Rwanda, et puis également sur le plan mémorial, qui est toujours très sensible, la restitution des œuvres d'art au Bénin. C'est très important. Alors, je pense qu'il faut aller plus loin aujourd'hui parce que, effectivement, l'avenir n'est pas écrit. Vous avez raison, l'avenir n'est pas écrit. Et je pense qu'il y a entre nous une relation historique, une relation charnelle, une relation affective, et qu'il faut à tout prix la préserver de cette projection. Et pour moi, l'avenir n'est pas écrit, c'est lutter, prendre davantage et mieux la mesure de ce qui se joue en ce moment. Et apporter deux types de réponses. D'abord, une réponse envers tous ces influenceurs, envers la Russie, envers une réponse politique. Et là, ne rien laisser passer. C'est-à-dire déconstruire pied à pied ce qui est en train d'être dit. Ne rien céder sur le narratif. Est-ce qu'on prend la mesure de ce combat? Non, pour l'instant, on ne le prend pas. Insuffisamment. Démontrer que Wagner, au Mali, Wagner, au Burkina Faso, Wagner, son trafic, finalement, c'est peut-être un instrument d'une Russe-Afrique qui est en train de se mettre en place. Il n'y a plus de France-Afrique, il y a peut-être une Russe-Afrique. Et que Wagner, c'est un instrument de prédation. Parce que quand on se fait payer avec des mines d'or, c'est de la prédation. Donc, démontrer le caractère prédateur de certaines pratiques, démontrer que les régimes qui se donnent aujourd'hui à la Russie, ce sont des régimes qui sont illégitimes, issus de coups d'État. Voilà. Et que ce sont en fait des régimes qui échouent sur le double plan à la fois sécuritaire et de développement. Albert Camus avait une phrase que j'adore, mal nommer les choses, c'est contribuer au malheur du monde. Il faut bien nommer les choses, il faut les dire davantage toujours. Et puis, en même temps, prendre compte de ce que nous disent les jeunesses africaines. Prendre compte de leur soif de considération. Prendre compte de leur aspiration à un nouvel ordre international construit ensemble et de manière plus respectueuse. Je pense qu'on a tous les atouts. On a une histoire qui est forte, on a une histoire commune, on a des diasporas, on en parlera. Je pense que c'est une affaire de valeurs. Moi, je crois au caractère universaliste de certaines valeurs, comme la démocratie, comme les droits humains. Je crois que tous les peuples, fondamentalement, aspirent à ça, les Africains comme les autres, et qu'il faut se battre avec des diasporas qui peuvent être des passerelles, et que rien n'est perdu parce que l'avenir n'est pas écrit. Merci beaucoup, Geneviève Kessinger. Donc, il y a effectivement, comme vous le dites, ce narratif, peut-être l'instrumentalisation aussi à travers les